Votre fidélité renouvelée à la chaîne nationale nous rassure pleinement. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. Le docteur Faustin Englebert Dungulile de la Tanzanie est le nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Il a été voté hier au deuxième jour de la 74e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique qui se tient à Brazzaville. Ce soir, nous vous ferons découvrir son portrait. Nous vous présenterons aussi 15 présumés fraudeurs arrêtés pour falsification des documents administratifs. Ils ont été déférés au parquet de la République. Et puis, plusieurs jeunes Congolais sont formés depuis le 12 août dernier au métier de l'économie verte à l'initiative de l'ONG Éveil d'Afrique et le programme télé Alinéa d'Aline France et Tokabeka. Les bénéficiaires de cette formation étaient cet après-midi face à la conceptrice d'Alinéa, qui est d'ailleurs spécialiste des questions environnementales. Voilà pour les éléments de la titraille. Le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, a présidé ce matin la première réunion de la Task Force carbone forestier consacrée à l'examen d'un projet de commercialisation des crédits carbone générés par des unités forestières à haute intégrité, un projet porté par l'ONG WCS, un partenaire technique avec qui le Congo entretient un partenariat depuis plus de 30 ans. Les précisions avec Joachim Miafunambongo. Reconnaissant le leadership du Congo dans la préservation des forêts à haute intégrité en Afrique et dans le monde, conscient de ce que le financement de la préservation des forêts tropicales à haute intégrité implique la contribution des partenaires techniques et financiers, l'ONG américaine WCS, Société de protection de la faune sauvage, propose au gouvernement congolais la création d'une nouvelle initiative de financement climatique et de la biodiversité qui sera expérimenté au sein du parc national Nwaba-Linduki. Le projet promu par WCS s'inscrit dans la dynamique des paiements aux services environnementaux et vise à valoriser non pas seulement le stock de carbone dans une forêt, mais l'absorption nette du carbone par les forêts à haute intégrité et le maintien de la biodiversité. Le projet pilote IFOR du parc national Nwaba-Linduki vise à vendre des unités IFOR pour les efforts de conservation et de séquestration. Le gouvernement, doté de son organe de décision à la suite de la promulgation de la loi 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier en République du Congo et de la publication du décret 2022-1923 du 26 décembre 2022 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'organe national de régulation, de suivi et de contrôle du marché carbone, dénommé Task Force Carbone Forestier, en application de l'article 186 de la loi susvisée. Le gouvernement, disais-je, peut désormais statuer sur un projet lié à un financement innovant à travers la vente des unités IFOR, qui sont des unités de conservation, soit des crédits biodiversité ou de séquestration appelés crédit carbone. Organe chargé d'évaluer et d'homologuer les programmes, les projets et les prix liés au crédit carbone forestier, le Comité national carbone ou Task Force carbone regroupe les membres du gouvernement, les représentants des institutions publiques, les représentants de la société civile et du secteur privé. En notre qualité de membre de la Task Force carbone forestier, il nous incombe la lourde responsabilité de prendre les toutes premières décisions sur une matière encore nouvelle pour notre pays, notamment à l'issue de l'examen de la note d'idée de projet présentée par le partenaire WCS dans le cadre du projet IFOR qu'il se propose d'implémenter dans le parc national Nwaba-Linduki, l'un des fleurons de la conservation de la biodiversité dans notre pays. Après plusieurs heures d'échanges au cours desquels ont été formulées des recommandations devant parfaire sa mise en œuvre, la Task Force Carbone Forestier a acté le mécanisme de financement
à IFOR. Les travaux de la 74e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique sont entrés aujourd'hui dans leur troisième journée. Entre-temps, la journée d'hier a été marquée par l'élection du nouveau directeur régional de l'OMS Afrique en la personne du docteur Faustin Englebert Ndungulile de la Tanzanie, découvrant le portrait du nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique et l'ambiance de son élection dans ce reportage d'Antoine Ambenzamokia. Voici le docteur Faustin Engelbert Ndungulile, ce technocrate âgé de 55 ans, candidat présenté par la Tanzanie, qui a été élu ce 27 août 2024 directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, au terme d'une élection qui a réuni 4 candidats arbitrés avec magistrat par le ministre congolais de la Santé de la Population Gilbert Mokoki, président de la 74e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Conformément à l'article 52 de son règlement intérieur, 1. Désigne le docteur Faustin Engelbert Ndungulile en qualité de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Ancien député, ancien ministre et vice-ministre de la Santé de la République unie de Tanzanie, le docteur Faustin Engelbert Ndungulile a séduit l'électorat après avoir développé sa vision qui prône un continent africain où chaque individu s'épanouit en jouissant du meilleur état de santé et du plus grand bien-être grâce à des systèmes de santé accessibles, équitables et durables. Honorable ministre, vous m'avez confié une lourde responsabilité en tant que directeur régional de l'OMS pour la région africaine. J'accepte humblement cette responsabilité et je m'engage à mettre mon expertise et mon expérience pour être à la hauteur de vos attentes. Pour une meilleure santé pour tous les Africains, je suis bien conscient que la confiance appelle la confiance. C'est Tanzanien qui a été élu pendant ses fonctions au mois de février 2025 et deviendra la 7e personnalité à occuper le poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, dont le siège est établi depuis 1952 à Brazzaville, capitale de la République du Congo. On reste dans le domaine de la santé. Vous êtes sans ignorer que l'épidémie de Mpox sévit déjà dans notre pays. Le personnel de santé évoluant à la direction départementale des soins et services de santé de Brazzaville a été sensibilisé sur les symptômes de cette maladie et sur les stratégies mises en place par le COUSPE pour prévenir une propagation à grande échelle. Rigobert Moussoki et Liliane Mondjo. C'est une séance de travail qui a pris ce mardi 27 août les allures d'une réunion d'information et de sensibilisation de l'ensemble du personnel médical de Brazzaville à la présence signalée à nos portes depuis le 23 avril dernier de 2 cas confirmés au Congo de l'épidémie de Mpox, mieux connue sous le vocable de varole de singe. C'est une activité que nous avons voulu pour mettre tout le monde au même niveau d'information concernant le Mpox. Alors, nous devions donc connaître à notre niveau quels sont les symptômes du Mpox, quels sont les modes de contamination, quelles sont les définitions opérationnelles, parce que ce sont les formations sanitaires et dans les communautés qu'on va nous notifier les cas. La réunion ponctuée par le mot introductif du docteur Raphaël Issoye-Beka, directeur départemental des soins et services de santé de Brazzaville, a été meublée par 2 exposés animés respectivement par le médecin-colonel Gilbert Aristide Mianga, coordonnateur technique du COUSPE, Centre des opérations d'urgence de santé publique, et Lucien Emmanuel Francky Ebata, responsable de la communication à ce centre. Nous avons eu, au niveau de notre système de surveillance, à notifier 2 cas. Et quand on fait le cumul de 19 cas, plus 2, ça nous donne 21. Donc ceux qui ne comprennent pas disent non, au Congo, il y a 21 cas. Non, il y a 2 cas. Mais quand nous faisons le cumul avec les cas qui ont été notifiés déjà guéris, ça nous donne un total de 21 cas. Pour être à l'abri du Mpox, il est vivement conseillé à chacun de se laver régulièrement et correctement les mains à l'eau propre, au savon ou à la cendre, éviter tout contact non protégé avec les animaux sauvages, notamment ceux trouvés malades ou morts, mais aussi éviter tout contact physique et sexuel avec une personne atteinte de varole de singe.
Voilà, la vigilance oblige. En séjour de travail à Pointe-Noire, le docteur Vital Evans Ebelele, coordonnateur du projet de riposte d'urgence au Covid-19, a reçu l'IREM de l'hôpital Adolphe Cissé, une machine qui permettra de faire un scanner complet du corps humain. Juste après, le docteur Ebelele, accompagné de la directrice générale des établissements, se sont rendus au centre de santé intégré Madeleine Mouissou pour constater le déroulement des travaux de l'incinérateur de ce centre. Commentaire Sandra Bedloko. Devant ce conteneur, le docteur Vital Evans Ebelebe, coordonnateur du projet de riposte d'urgence Covid-19, PRIC-19, attend de pied ferme l'IREM prévu pour l'hôpital général Adolphe Cissé. Arrivé au port autonome de Pointe-Noire, la deuxième étape de son séjour de travail est marquée par sa descente au centre de santé intégré Madeleine Mouissou de Paka, où il a constaté l'évolution des travaux de l'incinérateur de ce centre. Accompagné de la directrice générale des établissements AGX, partenaire du ministère de la Santé et de la Population. Si vous êtes en phase d'un incinérateur de nouvelle génération, capacité de 200 par heure, avec post-combustion et combustion à eau, avec un système de ventilation, des brûlés à des étapes, et la post-combustion nous permet d'avoir l'incinération sans fumée et sans odeur. Le coordonnateur du PRIC-19, satisfait de la qualité du matériel, fait un résumé de son séjour de travail. Là, nous sommes dans le suivi des travaux concernant l'acquisition de l'incinérateur que nous voyons. L'incinérateur, on l'a acquis, là on l'installe. On suppose que les travaux vont finir bientôt dans 1-2 semaines. Pour une fois, un hôpital public, qui est un hôpital général, aura son IRM. Et donc, comme vous l'avez vu, il est arrivé, nous l'avons mis dans une zone sécurisée en attendant les dernières retouches qu'on m'a demandé de mise à santé concernant le bâtiment et le local qui va recevoir cet IRM. Pour répondre aux besoins à l'échelle nationale, un autre incinérateur va être installé à Eni dans un proche avenir. Le PRIC-19 financé par la Banque mondiale renforce l'action du gouvernement en matière de prévention, détection précoce et de surveillance épidémiologique, de confirmation des cas. Tout à fait autre chose, les élèves de l'école primaire Ghislain Aristide Okeba-Nzonga d'Ondébé, admis au concours d'entrée au lycée d'excellence de Mbunda et d'Oyo, session 2024, ont été félicités et encouragés par le président d'honneur de la fondation JAOD, Jean-Dominique Okemba. C'était à l'occasion d'une cérémonie organisée aujourd'hui au village Ondébé dans le district d'Oyo. Héritier Banabélé. La cuvette avait 13 admis, dont 5 élèves de l'école Justin Aristide Okemba Nzonga. Tous ces élèves ont été appelés, mais sans que ce soit par ordre de réussite. Ils sont tous brillamment admis. Après un cursus pédagogique au cycle primaire, qualifié ici d'exemplaire, Alexandre Doukouzé, l'un des 5 apprenants de l'école Ghislain Aristide Okemba Nzonga d'Ondébé, lauréat du concours d'entrée en 6e au lycée d'excellence de Mbunda et d'Oyo, dit déjà son ambition de devenir un haut cadre du pays, à l'image du président d'honneur de la fondation JAOD, le ministre Jean-Dominique Okemba, secrétaire général du Conseil national de sécurité. Les sentiments qui m'animent maintenant, c'est que je suis heureux. J'aimerais être docteur pour sauver la vie des gens et que le pays se développe. Avec les gens malades, le pays ne peut pas se développer. Donc, c'est pour cela que je vais faire ce métier, pour que les gens soient mieux. Ces nouveaux collégiens attribuent leur succès scolaire en grande partie à la qualité des enseignements qu'offre l'école JAOD, avec l'appui multiforme de la fondation portant le même nom. Chaque jour, on vient à l'école, on est dans la classe, le monsieur vient. Là-bas, c'est la discipline. Tu restes calme, on fait le cours. Si tu ne comprends pas, tu peux demander combien de fois. Le monsieur n'hésitera pas à t'expliquer. On a un prof d'anglais, il est très patient avec nous. Il nous apprend les mots au fur et à mesure. Tu ne comprends pas, il va t'aider comment prononcer, comment écrire. Il nous apprend l'informatique, comment manier les ordis, comment naviguer, comment faire la saisie, comment faire plein de dossiers. Moi, je trouve ça intéressant puisque ça peut beaucoup aider dans la vie. Il faut également signaler que les 29 candidats au CEP présentés cette année par l'école Ghislain Aristide Okemba Nzonga d'Ondébé ont été déclarés admis. Depuis sa création en 2013, cette école a déjà enregistré 17 admis au lycée d'excellence, dont 10 filles.
D'Oyo, nous revenons à Brazzaville. Nous venons de le dire en titre, 12 sujets camerounais et 3 sujets congolais de Brazzaville ont été interpellés et arrêtés pour les faits de faux et usage de faux, falsification des documents administratifs et passeports suite à la découverte d'un réseau mafieux d'après les enquêtes menées par la centrale d'intelligence et de documentation. Ces 15 présumés auteurs ont été déférés ce jour au parquet de la République. Destin Patience Wadjabonto. Une douzaine de sujets camerounais et 3 sujets congolais de Brazzaville, agents de la force publique, hommes et femmes arrêtés pour les faits de faux et usage des faux FUF, falsification des documents publics et passeports, ont été déférés au parquet de la République par les services de la centrale d'intelligence et de documentation CID, ex-DGST. Fort de cet aspect d'interpellation, ces 15 présumés auteurs ont été présentés légalement au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville. Suite à la découverte d'un réseau mafieux de délivrance de faux passeports, une enquête de flagrance a été ouverte à la centrale d'intelligence et de documentation de Brazzaville en cycle CID. Au cours de cette enquête, il a été malheureusement constaté que plusieurs sujets étrangers parvenaient à se faire délivrer des passeports congolais. À l'issue des investigations menées par la CID, 15 personnes ont été interpellées et gardées à vue, lesquelles personnes viennent d'être déférées à mon parquet ce jour 28 août 2024. Parmi ces personnes, il y a 3 Congolais et 12 Camerounais. Il s'agit de Ivolo Prosper, Ndiendi Stéphane Wilfried Yannick, Aterita, Nda Isaac Tossam, sous Valérie Siri. Au regard de l'extrême sensibilité des faits, j'ai décidé d'engager des poursuites à leur encontre. Je tiens à préciser que toutes ces personnes sont mises aux arrêts pour être jugées conformément à la loi. Conformément aux dispositions des articles 55 du Code de procédure pénale en vue de comparaître dans les jours prochains, les 10 présumés auteurs ont été placés momentanément dans la cellule d'attente du détachement de gendarmerie du palais de justice de Brazzaville pour la poursuite d'enquête. Pendant ce temps, du côté du ministère de la Défense nationale, l'heure était aux travaux de la session du comité de pilotage du projet d'appui à la refondation de la composante du génie militaire. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la République du Congo et les partenaires internationaux. Le point avec Chanel Bourangon. Au total, 20 officiers formateurs ont été formés pendant 120 jours par les experts du PNUD. Ce résultat, qui marque la première phase de ce projet d'appui à la refondation de la composante du génie militaire, a été présenté par le représentant adjoint du PNUD. Cette initiative, fruit d'un partenariat multilatéral, vise à doter les forces armées congolaises de compétences spécialisées dans des domaines d'intervention critiques. Durant le cycle de vie du projet, les résultats pédagogiques et d'apprentissage ci-après des services de génie militaire ont été réalisés. 5 apprenants formateurs ont été déclarés formateurs. 9 apprenants formateurs ont été déclarés moyens et comme il a été dit, ils auront besoin d'une immersion, donc une formation pratique sur le terrain. Ces officiers formés dans le cadre de cette coopération technique acquièrent des compétences dans des secteurs stratégiques tels que la gestion des érosions, l'aménagement des infrastructures agricoles, l'hydraulique rurale et l'électrification des zones rurales. Leur rôle sera de transférer ces expertises au sein des nouvelles unités du génie militaire, renforçant ainsi les capacités de résilience et de développement local. Nous avons en perspective l'opérationnalisation de la première compagnie génie travaux. Ces officiers qui ont bénéficié de la formation des formateurs seront affectés dans les unités du génie pour disséminer les connaissances acquises. Ce projet, qui s'inscrit dans une démarche de consolidation de la paix et du développement rural, contribue à renforcer les capacités de l'État à répondre aux défis sécuritaires et socio-économiques.
Encore un mot en lien avec les hommes en treillis. Au Bénin, le président de la Fédération des anciens enfants de troupes d'Afrique, le colonel-major Rémi Ayayos Ikunga, en tant que parrain de la 16e promotion de l'École nationale des officiers de Tofo, a patronné la cérémonie nocturne de fin de formation des élèves officiers. Cette promotion est composée des militaires béninois et congolais. Prince Honneur Abanzounou signe ce commentaire. L'École nationale des officiers de Tofo, implantée à Kana au Bénin, vient de boucler la formation de sa 16e promotion composée des militaires béninois et congolais, baptisée lieutenant Calvenda. Cette promotion a eu pour parrain le président de la Fédération des anciens enfants de troupes d'Afrique, président de l'Association des anciens enfants de troupes du Congo, le colonel-major Rémi Ayayos Ikunga. Je voudrais avant tout propos exprimer mon infinie gratitude pour m'avoir invité et me consacrer comme parrain de cette nouvelle promotion baptisée lieutenant Calvenda, fraîchement sorti de la prestigieuse École nationale des officiers de Tofo. Ce grand honneur que vous me faites me touche au plus haut point. Je suis d'autant plus ému par toutes vos attentions qu'elles seront, n'en doutez pas, partagées avec tous ceux au sein de l'association des AET du Bénin qui se sont particulièrement impliqués pour l'aboutissement de ce projet et je leur en suis fort gai. La Fédération des anciens enfants de troupes d'Afrique, que je représente aujourd'hui, n'a pour seule ambition que le partage des valeurs d'excellence, de paix et de fraternité dans notre continent. La cérémonie de triomphe de cette promotion a eu lieu dans la nuit du vendredi 23 août dernier à Canan sous le patronage du ministre à la présidence chargé de la défense nationale qui avait à ses côtés le chef d'état-major général des forces armées béninoises et le parrain de la dite promotion. Promotion lieutenant Calvenda. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de vous recevoir au sein de la prestigieuse famille des officiers en vous invitant vivement à y prendre pleinement et activement votre place. Nous vous exhortons ardemment à vous conduire désormais, suivant l'exemple éclatant de votre illustre ancien, dans votre promotion à l'honneur de porter le nom. Le lieutenant Calvenda, l'officier béninois qui prête son nom à la 16e promotion de l'ENOM, a été formé à l'Académie militaire Maringouabi de Brazzaville. Pour couronner ses précieux conseils, le parrain de la promotion, lieutenant Calvenda, a fait porter les épaulettes de sous-lieutenant aux représentants des jeunes officiers aux côtés du ministre et d'autres personnalités de marque. Signalons que prélude à cette cérémonie, le président de la Fédération des anciens enfants de troupes d'Afrique, le colonel-major Rémi Ayayos Ikunga, a présenté ses civilités au chef d'état-major général des forces armées béninoises. L'actualité, c'est aussi l'échange hier ici à Brazzaville entre la ministre de la Promotion de la Femme, Inès Nefer Vumbu Yalo, et son homologue de Sao Tomé et Principe en charge de la santé et des droits des femmes. On en retiendra de cette rencontre la volonté des deux parties d'œuvrer pour le renforcement de la coopération entre les deux pays à travers les partages d'expériences. Yvan Rokolumba. Venu à Brazzaville pour participer à la 74e session du comité régional de l'OMS, la ministre de la Santé et des droits de la femme de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, Angola Costa, a été reçue par la ministre de la Promotion de la femme, de l'intégration de la femme au développement et de l'économie informelle, Inès Nefer Vumbu Yalo. Les avancées réalisées par le Congo en matière des droits des femmes avec la promulgation de la loi Mouebara relative à la lutte contre les violences faites aux femmes et l'expérience dans le domaine de l'appui à leurs activités génératrices de revenus ont été également évoquées. Durant cette rencontre, nous avons mûri les questions de genre entre les deux ministères au profit de la violence faite aux femmes. Nous profitons pour l'expérience de la loi Mouebara, essayer d'améliorer chez nous pour que nous aussi améliorer de notre côté l'expérience du Congo pour que Sao Tomé précise aussi cet instrument juridique pour essayer un peu d'améliorer la façon de vivre de la femme au niveau de Sao Tomé et Principe. Et profiter aussi de l'expérience de la République du Congo sur le volet coopératif des femmes. Profitons pour cette opportunité aussi de demander à Madame la ministre qu'elle est attendue au mois de septembre
chez nous au Sao Tomé-Principe, comme nous allons fêter les 50 ans de la femme. Profitons aussi de cette visite de remercier notre pays, le Congo, qui nous accueille. Nous avons trouvé ici un cadre très dès notre arrivée depuis l'aéroport, une ville très propre. Cette volonté exprimée par la ministre Angola Costa a été bien appréciée par la ministre Inès Nefer Ngani Vumbo Yalou. La République démocratique de Sao Tomé et Principe est très charmée et attirée par la loi Mouébara portant lutte contre les violences faites aux femmes et voudrait avoir une même loi dans leur pays. Il nous appartenait dans le cadre de la solidarité africaine que nous lui avons remis tout ce qui est documents qui créent la loi, cet arsenal juridique et les textes d'application que nous avons mis à sa disposition vont pouvoir l'aider à regarder par rapport à leurs textes juridiques comment ils peuvent faire pour produire une loi semblable. La ministre Inès Nefer Ngani a remis à son homologue le Sao Tomé et Principe une statuette faite par les artisans congolais et son homologue lui a remis du café et des tablettes de chocolat produits à Sao Tomé et Principe. À l'ambassade de Tchad, le premier secrétaire de cette représentation diplomatique a lancé depuis le dimanche dernier une semaine culturelle dédiée aux étudiants tchadiens évoluant dans les universités du Congo, un rendez-vous qui permettra à ces jeunes de resserrer les liens de solidarité. Florent Ngouélé. Entrepreneuriat et études, de l'idée à la réalisation. C'est autour de ce thème que les étudiants tchadiens évoluant dans les universités du Congo se sont retrouvés à la faveur de la semaine culturelle, ce en présence du premier secrétaire de l'ambassade du Tchad, représentant l'ambassadeur de ce pays ami. Occasion pour le président de l'association des étudiants tchadiens au Congo, Hussein Idriss Goukouni, de présenter non seulement la situation des étudiants, mais également et surtout poser quelques doléances à l'endroit du gouvernement tchadien. Nous lançons un appel à l'endroit du gouvernement tchadien par l'entremise de l'ambassade à accorder les bourses d'études pour alléger le fardeau que représente une expérience à l'étranger, à encourager et primer l'excellence, à mettre en place des services de soutien ou des subventions pour aider les étudiants à faire face aux défis quotidiens. Les différents intervenants à cette cérémonie ont tous salué l'hospitalité légendaire du peuple congolais, tout en invitant ces étudiants au strict respect des règles qui régissent le pays d'accueil. Les Congolais respectent beaucoup les Tchadiens au regard de l'histoire. Par contre, les Tchadiens doivent également être en courtoisie avec eux. Vous devez éviter les comportements négatifs. Vous êtes une jeunesse consciente que nous comptons sur vous, non seulement dans le cadre de transmission de bonnes informations et de la communication entre les Tchadiens vivant en territoire congolais, mais également une jeunesse qui doit jouer un rôle interlocuteur dans la sensibilisation de vos parents. L'échange qui s'en est suivi a été pour les participants une véritable école. Les exposés qui ont été présentés nous ont permis de mettre en application toutes nos idées qu'on avait. Outre la conférence débat, bien d'autres activités sont prévues, telles que les rencontres sportives, les danses traditionnelles. La deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo, FIAC, a baissé ses rideaux ce matin. Pendant un peu plus de 2 semaines, les artisans venus de plusieurs pays africains ont montré au public brazzavillois leur génie créateur, l'objectif étant de valoriser les produits artisanaux africains. Sylvie Karine Ngoteni nous fait revivre cette cérémonie de clôture. Le bal de ce défilé de mode organisé à l'occasion de la deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo a été ouvert par les artisans du Cameroun, pays invité d'honneur de la FIAC, avec la marque Jexcel Fashion, suivi de ceux du Congo avec Sako Couture, Iloy Dabo, MCI Couture, HD Collection, ainsi que Mbaka Star de la RDC, Queen Africa du Sénégal et Nzaï Abba de la Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous de la mode s'est déroulé dans un décor splendide, rehaussé par la présence de la ministre des PME et de l'artisanat Jacqueline Lydia Mikolo et les amoureux de la chose artistique venus découvrir le savoir-faire africain. Les mannequins qui ont présenté les créations des artisans venus de 20 pays africains ont séduit le public par des tenues hautement contemporaines, des boubous somptueux et des costumes aux broderies africaines. Chaque passage a été marqué par l'accompagnement d'un regard satisfait de la ministre et de toute l'assistance, ainsi que des applaudissements nourris. Le raffia chez nous au Congo-Brazzaville, c'est comme les autres tissus dans d'autres pays. C'est pour valoriser, pérenniser, montrer les qualités et la valeur de ce raffia. Je suis styliste, modéliste. On crée
et ça s'appelle Absa Collection. C'est la deuxième femme qu'on est venue à la foire internationale de Congo-Brazza, deuxième édition. Vraiment merci, on est très contente d'avoir participé à la foire. Notre beau pays, le Congo-Brazzaville, le pays de la sape, le pays de paix. Il y a une culture qui est tellement riche, c'est la sape. Il fallait qu'on soit là pour présenter notre art, notre culture qui est tellement riche. En guise de reconnaissance pour son accompagnement en faveur des artisans congolais, l'artisan Kiba a remis à la ministre Jacqueline Lydia Mikolo des présents composés de plusieurs produits, fruits de son imagination. Autre fait de l'actualité, débuté le 12 août dernier, la formation gratuite des jeunes sur les métiers de l'économie verte intitulée Éco-Classe Verte se poursuit. L'initiative de l'ONG Éveil d'Afrique en partenariat avec le programme télévisé Alinéa qui se tiendra sur 3 mois a fait l'objet des échanges entre Aline France Etokabeka, conceptrice d'Alinéa et spécialiste des questions environnementales et les bénéficiaires de cette formation. On en sait un peu plus avec Richeline Makolango. La gestion et la valorisation des déchets, l'agriculture et la conception de projets sont les différents points abordés au cours de cette formation. Formation organisée par l'ONG Éveil d'Afrique dans le but de permettre aux jeunes de contribuer activement à un monde plus durable. En s'inscrivant déjà dans l'année de la jeunesse, cette formation dénommée Éco-Classe, qui est une formation gratuite d'un échantillon de 100 jeunes. Et donc nous sommes inscrits sur les questions de conception de projets communautaires, d'agriculture climato-intelligente et de recyclage et valorisation des déchets. Et en sus de cela, il y a une formation ou une sensibilisation sur l'éco-citoyenneté. Pour les participants, ce programme qui offre une formation complète visant leur autonomisation dans l'économie verte leur permet de bénéficier d'un ensemble de compétences susceptibles de faire d'eux des acteurs clés en matière de transition écologique. Cette formation nous a poussé à acquérir beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir sur certaines choses qu'on ignorait, surtout sur la valorisation des déchets. Grâce à son expertise sur les questions environnementales, Aline France Etokabeka, directrice des programmes à Télé Congo et conceptrice d'Alinéa, a apporté sa contribution à cette formation. Elle a encouragé cette jeune génération à s'engager pleinement et à mettre en pratique les connaissances acquises pour un impact positif sur l'environnement. Si nous vivons dans un environnement dégradé, un environnement où les acteurs de cet environnement que nous sommes ne connaissent pas les clés pour pouvoir l'entretenir, nous sommes tous voués à aller à la dérive de manière un peu plus naturelle. Donc important déjà d'outiller ces jeunes à connaître ces enjeux de développement durable et à orienter leurs ambitions professionnelles dans ce sens. Mon apport a été de les soutenir, de leur montrer qu'en dehors de l'ONG Éveil d'Afrique qui les a réunis, il y a aussi d'autres plateformes qui s'intéressent à leur avenir, dont Alinéa que vous connaissez. Je suis prête à les accompagner en commençant par leur visibilité au niveau des médias et aussi les accompagner en termes d'autres aspects de formation qui pourront les aider à aller encore plus loin que ce qu'ils ont appris ici. Lancée le 12 août 2024, cette formation gratuite des jeunes sur les métiers de l'économie verte est le fruit du partenariat entre l'ONG Éveil d'Afrique, dirigé par Huguin Kaya Mikala, et Alinéa, un concept initié par Aline France Etokabeka. C'est un programme qui vise à intéresser les jeunes aux métiers verts, entre autres objectifs, former une nouvelle génération de professionnels engagés dans la protection de la planète. À Pointe-Noire, l'association France Juvénile pour la non-violence, une entité des jeunes motocyclistes, a remercié le chef de l'État et son gouvernement pour avoir régularisé la profession de conducteur de taxi-moto. Ceci pour permettre aux jeunes exerçant cette profession de mieux s'intégrer dans la vie active. C'était au cours d'une rencontre placée sous la houlette du conseiller politique du préfet du Kouilou, Amédée Mesmin Massengo de notre bureau à Pointe-Noire. Quelques semaines après la publication du décret numéro 2024-324 du 9 juillet 2024 du Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kolinemekoso, sur la réglementation de l'exercice de taxi-moto en République du Congo, les membres de l'association Front Juvénile pour la non-violence remercient le Premier ministre, chef du gouvernement, pour son regard particulier sur la profession des pilotes de mototaxi. Le gouvernement de la République vient de régler une situation à laquelle nous étions confrontés, celle de l'informel.
Désormais, nous pouvons, grâce aux nouvelles dispositions, continuer à encadrer, à former et à orienter nos jeunes pilotes de moto en se conformant aux exigences de la loi et du décret en vigueur. Une aubaine pour les jeunes conducteurs de moto-taxi d'être aujourd'hui au même rang de transport en commun dans les villes du Congo. Grâce à votre encadrement, votre rigueur et surtout votre sens de responsabilité, notre activité nous a permis de trouver un emploi. Les pilotes de moto-taxi, ici représentés par le Front juvénile pour la non-violence, ont participé au carnaval organisé sur la nationale numéro 1 en partance de la gare de péage de Mengo pour le siège communal de Mongopoku sur la nationale numéro 5. On reste dans la ville océane, les vendeurs de gravier, du sable et matériaux de construction qui ont occupé anarchiquement le site réservé pour l'installation du marché de Vindoulou en une semaine pour quitter les lieux. Un compromis a été trouvé entre la mairie de cette ville et les citoyens. On en parle avec Yvan Roch Olumba. C'est par la sensibilisation, la mobilisation et l'apport de beaucoup de détails autour du site de la municipalité occupé par les vendeurs de gravier et du sable, site devant abriter le marché de Vindoulou, que le maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tchichel, est descendu sur le terrain pour faire la pédagogie afin que les occupants de ce site comprennent définitivement la nécessité de libérer cet espace malgré plusieurs tentatives d'appel au déguerpissement. Mais nous allons les placer ici. On a donc besoin que vous retirez tout ce que vous avez mis comme matériel pour permettre à ce qu'on les... Parce que là, ils sont repartis là-bas. Avec la Congolaise des routes, il était entendu qu'il y a des palissades qu'on va mettre pour éviter que les gens... Si vous le savez, qu'est-ce qui se passe pour ne pas écouter l'administrateur maire qui a parlé, moi qui vous ai reçu, qui ai donné des dates de délai, on constate que vous continuez à laisser votre matériel ici. Le refus des vendeurs de gravier et du sable d'obtempérer de quitter les lieux est dû, selon leurs responsables, aux taxes qu'ils payeraient à la municipalité. Nous sommes une association bien organisée. On peut quand même occuper un site qui appartient à l'État de façon irresponsable. Effectivement, nous payons au trésor public. Nous avons des quittances. Oui, nous avons des quittances. Pour les besoins d'utilité publique, Evelyne Tchichel a tout bonnement demandé à ses citoyens de libérer les lieux et un compromis a été trouvé. Ces vendeurs de gravier et du sable pourront être placés sur un autre site. Autre nouvelle, la formation des enfants déscolarisés afin de leur donner une seconde chance de vie est une affaire de tout le monde. Voilà notre modeste contribution dans la réalisation de ce projet. C'est en substance l'engagement des partenaires au développement après la visite du centre d'Aubeville situé à plus de 10 km de Madzingu. Ils étaient accompagnés du ministre en charge de la jeunesse, Hugues Nguelondele, qui tient à la matérialisation de ce projet initié par le chef de l'État. Prince Honneur à Banzuno pour les détails. Cette énième visite, cette fois-ci avec des partenaires au développement, dans ce site d'Aubeville, presque achevé tel que vous le constatez, témoigne de la volonté du ministre Hugues Nguelondele d'associer tout le monde autour de cette initiative d'insertion et de réinsertion de plus de 400 jeunes en conflit avec la loi. Au-delà de ce qu'ils ont vu et touché comme réalité, le gouvernement attend d'eux un soutien technique, voire financier. La vision qui est là est une grande vision. On a vu beaucoup d'infrastructures. Comme nous collaborons déjà avec le ministère de la Jeunesse, nous allons, suite à cette visite, voir avec nos partenaires quelles sont les actions d'accompagnement que nous pourrons intégrer dans nos prochains plans d'action. Quand on voit le Bonza, tout ce qu'on fait ici au Congo, je peux dire avec certitude qu'il y a 40% de nos projets qui sont ici dans cette région. On a le cantine scolaire, on a le centre santé, on a le projet agriculture. On va avoir un espace de travail ensemble dans ce sens-là. Pour le haut-commissaire, le fait qu'il y a la volonté personnelle du chef de l'État, les problèmes d'adduction d'eau potable et d'électrification du site seront résolus dans les meilleurs délais. Ici, nous devons remercier le président de la République qui a eu donc cette vision de venir au secours donc, de la jeunesse. Le site dans lequel nous sommes, c'est un site panoramique. Vous voyez, déjà même par le site, on peut déjà donc avoir la guérison mentale. C'est un projet qui associe plusieurs donc, tentacules spirituels, parce qu'il faut commencer par là. Il y a la démobilisation mentale et nous avons la sensibilisation, la formation civique et morale. Et à la fin,
il y a l'encadrement technique. C'est un tout complet. Nous pouvons féliciter avec le ministère de la Jeunesse pour les efforts, je dirais colossaux. Du point de vue d'évaluation, nous sommes à 80% des réalisations du projet. Sur ce chantier, il suffit d'y être pour mesurer le degré d'engagement qui détermine ceux qui ont la charge de ce projet. L'aboutissement de ce projet voulu par le premier citoyen de la République, piloté de main de maître par le ministre Hugo Ngolondele, on le dira pas assez, est une réponse appropriée du gouvernement dans l'encadrement des bébés noirs qui s'aiment. Terreur, panique, voire désolation dans les grandes villes du Congo, à l'instar de Brazzaville. On termine par cette information. L'Association des logisticiens du Congo vient de recevoir un don de matériel et d'appui financier de la part du ministre en charge de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo. Un don qui vient à point nommé puisque cette association vient de lancer une formation de 1000 jeunes à Pointe-Noire en conduite intelligente. Dadi Evra Dossila. « 1000 jeunes en formation à la conduite intelligente ou comment mettre en musique l'année de la jeunesse. Un projet qui a le don d'éveiller la corde sensible du gouvernement. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, s'est fait un devoir de lier ses félicitations aux actes en apportant un don de matériel et un montant non révélé à Dominique Candide Fabrice Koumoubulas dans sa casquette de président de l'Association des logisticiens du Congo. Le ministre Léon Juste Ibombo s'assure avec cette action que cette formation est une base de données et tous les outils numériques d'apprentissage pour couvrir le besoin en main-d'œuvre qualifiée des métiers de demain. Aujourd'hui, il y a des métiers émergents qui se font à travers le transport. On a les Uber par exemple. Je pense que le Congo, notre pays, ne restera pas en marge. Et on a été très sensible. On s'est dit on va apporter notre modeste contribution pour que cette forte ambition, 1000 jeunes, c'est pas rien, c'est énorme. Et comme ça rentre de plein pied dans la vision du chef de l'État qui a fait 2024 année de la jeunesse, raison pour laquelle on a voulu apporter cette modeste contribution en renforçant les capacités. L'Association des logisticiens du Congo, le ministère de l'économie numérique, une vieille collaboration ayant en commun l'éclosion du numérique, justifiant la reconnaissance du président de cette structure. Le don des ordinateurs qu'il vient de donner viendra pour renforcer le parc, parce que c'est une formation en conduite intelligente où il y a également là-dedans la connaissance du code à travers les ordinateurs. Lancée depuis un mois, cette formation permettra l'autonomisation des jeunes, le développement du transport routier inter-État et sera sanctionnée par la remise des permis de conduire en bonne et due forme. En bref, un mot en sport avant de clore cette édition. Retenez qu'après sa victoire de 2-0 au match aller, AS Otoo vient de s'imposer à nouveau cet après-midi 2-1 contre FC 15 de Agosto de la Guinée équatoriale en match comptant pour la manche retour du premier tour de la Coupe de la Confédération CAF et se qualifie pour le second tour. Il affrontera l'équipe mozambicaine de Black Bull. Bonne chance à AS Otoo. Fin du journal, ce fut 3 jours de plaisir. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont accompagné. Mesdames, Messieurs, cultivons la paix car c'est une valeur absolument essentielle pour nous et les générations à venir. La garantir et la préserver justifie la pensée du sage de ce soir. La paix nourrit le cultivateur même sur des roches infertiles. On se retrouve prochainement.